Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous présente l'essai du nouveau BMW X1 hybride rechargeable avec une offre en location longue durée super intéressante pour les professionnels. J'ai donc invité Jean, qui est directeur du bureau de Paris de chez PCA Service. Salut Jean. Tu vas bien? Super, et toi? Très bien. Bon, top. Qui va nous expliquer quels sont les avantages fiscaux de prendre une voiture hybride rechargeable lorsque vous êtes professionnel. Alors Jean, ce nouveau BMW X1 hybride rechargeable, tu le sors à combien en loyer par mois? Un X-Line comme celui-ci, ça ressort à moins de 500 € par mois, ce qui est très bien placé pour une voiture qui coûte quand même pratiquement 54 000 € je crois neuf. D'accord. Et si tu prends une version un peu plus simple, une business, on sera à peu près à 400 € par mois. 400 € par mois, ce qui est quand même pas mal pour une voiture qui coûte près de 50 000 € si je ne me trompe pas. Tu me disais tout à l'heure que tu réintégrais le bonus écologique de 2 000 € parce qu'il faut que vous le sachiez, il y a un bonus écologique sur cette voiture de 2 000 € et toi tu le réintègres directement dans le loyer. Exactement, et donc en fait on intègre les 2 000 € de bonus dans le financement, c'est ce qui permet aussi d'avoir des loyers qui sont bien placés comme ça. Okay. Mais il y a un point de vigilance avec ce bonus, c'est qu'il faut pour pouvoir l'appliquer que la voiture coûte moins de 50 000 € après remise. Donc un X1 en finition X-Line, ça coûte moins de 50 000 € après remise, à condition de ne pas mettre trop d'options. C'est-à-dire si tu mets juste le toit avant et la peinture métallisée, c'est bon, tu passes. En revanche, si comme sur cette version-là, tu ajoutes des jantes un peu plus chères et un intérieur cuir, là tu dépasses les 50 000 € après remise, donc tu n'as plus le droit au bonus. Donc il faut être très vigilant parce que parfois il y a une petite option près, ça tu peut te faire dépasser les 50 000 et du coup tu perds tes 2 000 € de bonus. Là en termes de fiscalité, tu n'as pas de TVS, donc la TVS c'est la taxe sur les véhicules de société, je vous le rappelle, et tu n'as pas donc de malus puisque tu bénéficies d'un bonus de 2 000 €. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres avantages fiscaux? Il y a un autre avantage qui est assez fort sur les hybrides, c'est qu'en fait les règles de déduction fiscale sont plus avantageuses pour ces voitures-là que pour les véhicules thermiques. D'accord, c'est-à-dire en gros si tu peux expliquer un peu plus. Rapidement, quand tu achètes une voiture, il y a une partie du loyer qui n'est pas déductible fiscalement, ou du loyer ou de la mensualité de crédit. En fait, déductible fiscalement, ça veut dire que comme une charge d'exploitation habituelle, cette charge va permettre de réduire ton résultat fiscal, donc de payer moins d'impôts en fin d'année. Et en fait, les règles qui permettent de déterminer la fraction du loyer qui est déductible ou qui n'est pas déductible sont plus favorables sur les véhicules hybrides rechargeables que sur les véhicules thermiques. D'accord, ok. Alors en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour les professionnels, c'est quand même très intéressant de prendre en location longue durée une voiture hybride rechargeable. En fait, fiscalement, c'est ultra intéressant parce que tu cumules bonus de 2 000 €, pas de TVS, donc pour une voiture de ce niveau de gamme, c'est au moins 1 000 € par an d'économiser, des règles de réintégration fiscale plus avantageuses. Grosso modo, sur 3 ans, tu vas à peu près économiser 1 000 € grâce à ces règles plus avantageuses. Après, c'est certes très avantageux, mais il ne faut pas perdre de vue la cohérence entre le type de voiture que tu prends et son utilisation. Parce que pour quelqu'un qui roule beaucoup, par exemple, même si le X1 hybride il est hyper avantageux fiscalement, ça restera préférable de prendre un X1 diesel qui sera beaucoup plus adapté à une utilisation sur autoroute qu'un véhicule hybride. Bien sûr. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont compris que l'hybride rechargeable, c'était une bonne solution fiscalement, puisque en 2019, il s'est vendu environ 17 000 voitures hybrides rechargeables en France, alors qu'en 2020, sur les 10 premiers mois de l'année, quasi 50 000 voitures hybrides rechargeables ont été vendues. C'est quand même une motorisation qui a le vent en poupe en France. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu souhaites ajouter? Alors, les points à retenir sur cette voiture-là, donc effectivement, c'est que c'est une offre qui est réservée aux sociétés, qui intègre un bonus écologique de 2 000 €, donc qui est valable à condition que le prix du véhicule après remise ne dépasse pas 50 000 €. Donc vous êtes bien vigilant lors de la configuration. C'est une offre pour un kilométrage annuel de 15 000 km par an. Après, les gens qui roulent plus ou moins, le loyer évoluera de manière cohérente avec le kilométrage. D'accord. Mais grosso modo, 500 € par mois pour une voiture à 54 000 €, c'est ultra avantageux. Encore plus quand tu cumules à ça tous les avantages fiscaux liés au véhicule hybride. Bien sûr. Les amis, si cette offre vous intéresse, cliquez sur le lien que je vous mets en description de la vidéo, remplissez le formulaire et s'il vous plaît, remplissez le formulaire jusqu'au bout. C'est vraiment très important. Vous avez été nombreux à remplir le formulaire et s'il manque des éléments, malheureusement, l'équipe commerciale de PCA Service ne va pas vous rappeler. En revanche, si vous le remplissez correctement, là, il n'y aura pas de souci. Ils vous appelleront et vous enverront un devis précis. Autre point très important, si vous êtes professionnel et vous avez une flotte importante à gérer, contactez PCA Service directement. Ils se feront un plaisir de vous faire une offre adaptée à vos besoins. Et maintenant, place à cet essai de ce nouveau BMW X1 hybride rechargeable.
C'est en 2012 que l'hybride rechargeable arrive en France avec la Toyota Prius plug-in hybride. À cette époque, seulement 666 véhicules hybrides rechargeables ont été vendus dans l'Hexagone. À titre de comparaison, en 2018, seulement 6 ans après, 14 500 voitures hybrides rechargeables se sont écoulées en France. Et en 2020, écoutez bien, c'est tout simplement le double par rapport à 2018. Entre le 1er janvier et le 31 août, 32 000 véhicules hybrides rechargeables se sont vendus en France. C'est juste énorme. Alors ça s'explique essentiellement par les aides de l'État. Déjà, vous bénéficiez d'un bonus. Alors en 2020, ce bonus, vous pouvez l'avoir jusqu'à une valeur de 50 000 €. Au-delà, vous ne le toucherez plus. Par contre, vous avez toujours des aides. Déjà, à l'immatriculation, vous ne paierez pas de malus écologique. Et surtout pour les professionnels, et ça c'est un point très important, vous ne paierez pas de taxes sur les véhicules de société chaque année. Il y a d'autres avantages. Déjà, à l'immatriculation, la carte grise est gratuite dans beaucoup de départements et il y a aussi le stationnement qui est gratuit dans beaucoup de centres-villes en France, il faut le savoir. Alors, l'hybride rechargeable, ça a le vent en poupe. Beaucoup de professionnels s'orientent vers cette motorisation pour tous les avantages que je viens de vous citer. Donc forcément, il y a une concurrence qui est assez féroce. Chez Audi, le Q3 hybride va sortir d'ici quelques temps. Et chez Mercedes, il y a le GLA 250 hybride rechargeable qui vient tout juste de sortir. Donc forcément, il fallait que BMW sorte l'artillerie lourde avec ni plus ni moins son best-seller, j'ai nommé le BMW X1 et cette nouvelle motorisation hybride rechargeable. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. De série sur la finition X-Line, vous aurez le pack Advance Full LED. Sur les autres finitions, ce sera facturé 1 410 €. Il contient le BMW Selective Beam, donc le faisceau sélectif qui vous permet de ne pas éblouir les gens qui viennent en face de vous. Vous avez aussi les feux directionnels en virage. Sur la calandre a évolué, elle est plus massive, chromée sur notre modèle d'essai. Elle descend un tout petit peu plus bas que sur la première génération du X1. Et on a cette nouvelle partie qui joint en fait les deux parties de la calandre. Sur les anciennes versions du X1, les phases 1 de cette génération, vous aviez cette partie en couleur carrosserie. Le bas du bouclier, il est identique. Par contre, il n'y a pas de changement. En revanche, sur les extrémités, il y a pas mal d'évolutions. Tout a été redessiné avec de vraies prises d'air. On a tellement de prises d'air factices aujourd'hui sur le marché automobile en 2020 que c'est un point à noter. Sur les anciennes versions, vous aviez juste ici les feux anti-brouillard qui étaient assez disgracieux, tout rond, qui étaient énormes en plus. Là, ça a bien changé. Maintenant, on a les feux anti-brouillard qui sont juste ici, surlignés par cette partie qui est de couleur aluminium sur la finition X-Line et qui est de couleur noire sur les finitions juste en dessous. Il faut savoir que lorsque vous êtes en mode tout électrique en ville, en dessous de 30 km/h, la voiture va émettre un bruit pour prévenir les piétons de votre arrivée. Il faut savoir que cette voiture, elle est équipée d'un capot moteur actif, donc en cas de collision avec un piéton, les personnes qui seront heurtées seront fortement protégées. Sur la partie latérale, c'est la différence par rapport à une version qui n'est pas hybride rechargeable, c'est la présence de cette trappe pour recharger les batteries de votre moteur électrique. Les jantes de notre modèle d'essai, ce sont les Steel 580 qui sont bicolores, facturés 770 €. Sur la version hybride, vous ne pouvez pas prendre l'option du freinage M-Sport. C'est assez simple sur les versions standards pour reconnaître le freinage M-Sport. Il faut regarder la couleur des étriers de frein qui sont bleu Estoril avec le badge Motorsport. La teinte de carrosserie de notre modèle d'essai, c'est le Saphir Schwarz métallisé, facturé 890 €. Sachez que sur la finition X-Line, vous avez deux séries, les barres de toit ainsi que l'encerclement des fenêtres en aluminium satiné. Ce n'est pas le cas sur les finitions qui sont juste en dessous, pour lesquelles les encerclements des fenêtres ainsi que les barres de toit sont de couleur noire. Pour 450 €, vous pourrez avoir le vitrage Privacy qui comprend la lunette arrière ainsi que les vitres arrière qui sont surteintées. Ça vous protège des regards indiscrets et ça évite également le réchauffement dans l'habitacle. L'empattement 2,67 m et sur la taille du réservoir de carburant, c'est de l'essence pour rappel, 36 litres. Alors ça paraît pas énorme, mais vous allez voir que la voiture ne consomme pas beaucoup, surtout lorsqu'on utilise le moteur électrique fréquemment. Sur la partie arrière, il faut vraiment avoir l'œil averti pour voir la différence entre cette nouvelle phase du X1 et la précédente. Alors, première différence, ça se situe sur la position des feux de recul, qui sont sur la partie basse des feux arrière, alors que sur la précédente génération, ils étaient sur la partie haute.
Le sigle X1, il est maintenant situé en bas à gauche du haillon, alors qu'il était en haut à droite sur les précédentes. Et on a maintenant ici l'apparition en bas à droite du haillon du modèle. Ici le X-Drive 25E. Quand je vous dis qu'il y a peu de différence, faut vraiment avoir l'œil. Le diffuseur, il est identique. On a une vraie sortie d'échappement. Alors je vous le dis parce qu'en fait, il y a tellement de modèles aujourd'hui, comme son concurrent direct chez Mercedes, le GLA, qui a des sorties factices. Et enfin, et pour finir, vous pouvez avoir en option pour 850 € un crochet d'attelage avec une rotule escamotable. Dans cette configuration, vous aurez 450 litres d'espace dans le coffre, et si vous baissez la banquette arrière, ça atteindra 1470 litres. Alors on perd, par rapport à une version non hybride, 55 litres d'espace dans le coffre, mais en tout cas, si je le compare au BMW X3 hybride que j'avais déjà essayé sur notre chaîne YouTube, la taille du coffre est quasi identique. On a bien sûr sous le plancher du coffre un espace pour ranger vos câbles de recharge, et vous pourrez même en plus ranger un petit sac sans aucun souci. Et enfin, bien sûr, pour fermer le haillon de votre coffre, ça se passera ici avec une fermeture électrique. Sous le capot, un moteur hybride rechargeable. Sur la partie thermique, on a un 3 cylindres de 1,5 litre Twin Power Turbo avec une puissance de 125 chevaux. Il entraîne les roues avant, et le moteur électrique, lui, entraîne les roues arrière avec une puissance de 95 chevaux. La puissance totale fait 220 chevaux, et il est indiqué sur le site de BMW France qu'elle peut passer de 220 à 231 chevaux pendant un très court laps de temps grâce à un overboost. La valeur de couple, elle atteint quand même 385 Nm. Pour ceux à qui ça ne parle pas, une Porsche 911 de dernière génération version Carrera, elle fait 450 Nm de couple, donc on est très proche des valeurs de couple d'une Porsche. Donc vous allez voir sur la partie de l'essai routier, les reprises sont très vigoureuses, et pareil sur les accélérations. En parlant des accélérations, le 0 à 100 km/h est effectué en 7 secondes, vitesse max 192 km/h, et en full électrique, vous atteindrez quand même 135 km/h. Sur la partie électrique, alors avec une recharge complète de vos batteries, là vous pourrez faire selon BMW 52 km. Nous on a constaté sur 3 recharges une autonomie en full électrique de 46 km, ce qui est quand même très important. Au niveau de la consommation, elle est donnée par BMW à 1,8 litres au 100 km. Alors à chaque fois, je vous le dis, ça, les 1,8 litres, ça marche si vous rechargez tout le temps votre moteur électrique. Nous, on a constaté sur plusieurs centaines de kilomètres sans recharger, par exemple, on a fait en moyenne 5,4 litres, mais par contre, là, les 2 derniers jours, j'ai tout le temps rechargé la voiture tous les 50 km, et en effet, je suis arrivé à 1,9 litres exactement au 100 km. Donc l'intérêt de ces moteurs, c'est de les recharger, de recharger la batterie le plus souvent possible. Au niveau de ses dimensions, ce qui est assez marrant, c'est que lorsque vous êtes à l'intérieur, l'habitacle est juste énorme, donc on s'attend à des mensurations gigantesques, et c'est pas du tout le cas. Il fait 4,44 m en longueur, 1,82 m en largeur pour 1,65 m en hauteur, et sur son poids, il prend bien sûr de l'embonpoint à cause de la présence du moteur électrique et des batteries, mais le surpoids n'est pas énorme puisqu'il y a 115 kg de plus qu'un X1 Vendée. Il atteint 1740 kg à vide sur la balance, ce qui est plutôt correct. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. 2,67 m d'empattement, et il y a beaucoup de place à l'arrière de ce nouveau X1. Je ne sais pas quel est le plus spacieux entre le nouveau GLA et ce nouveau X1. En tout cas, 2 personnes de très grande taille peuvent s'installer à l'arrière de ce nouveau SUV BMW et pourront enchaîner plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres sans aucun souci. Et petit détail que j'ai bien apprécié à l'arrière, ce sont les appuis-têtes qui sont très moelleux et assez confortables, limite plus confortables que les appuis-têtes pour les passagers à l'avant. Sachez que l'option de la banquette coulissante n'est pas disponible sur la version hybride rechargeable à cause de la présence des batteries, bien sûr. On a 2 prises USB-C ici, avec des buses d'aération qui sont orientables, un tunnel central qui n'est pas très envahissant. Alors bien sûr, la place centrale, elle n'est pas très confortable, mais ça c'est commun à n'importe quel SUV de cette gamme. Pour 260 €, vous pourrez avoir le ciel de pavillon anthracite. Et si vous prenez cette option, je vous en parle à chaque fois, mais il faut savoir que c'est le cas dans toutes les voitures, il faudra bien sûr amener un puits de lumière avec un toit ouvrant panoramique, comme celui-ci qui est gigantesque. Alors pour avoir le toit ouvrant panoramique, il y a un pack qu'il faut prendre, c'est le pack Évasion qui est facturé 1600 €, qui comprend non seulement ce toit ouvrant, le vitrage calorifuge, un filet de séparation dans le coffre et aussi une prise 12 volts. Pour finir, sur les contreportes, regardez les contreportes. Les contreportes
sont de très bonne facture, avec de beaux assemblages, de très belles finitions. On a du cuir, des plastiques moussés. En revanche, le bas de la contreporte, mais ça on le retrouve malheureusement dans quasi toutes les voitures de ce segment, le bas des contreportes est en plastique dur. Pas de révolution sur les contreportes à l'avant, on reste sur le même design qu'à l'arrière. Sur les sièges, notre modèle d'essai, il est équipé de la série cuir Dakota Schwartz avec perforation, c'est une option à 1150 €. Et 2 séries sur la version X-Line, vous avez le pack confort, avec l'accès confort, les sièges électriques à mémoire côté conducteur, l'appui lombaire, les sièges chauffants et le pack Simplicity avec la caméra de recul, les rétro-rabattables électriquement, les radars avant-arrière et aussi le Park Assist. Une option sympa pour 210 €, elle n'équipe pas notre modèle d'essai, c'est le siège passager qui peut se rabattre, ça peut s'avérer pratique pour transporter de gros objets. Et par contre notre modèle, lui, il est équipé des sièges Advance qui sont facturés 510 €. Ils sont fermes, mais ils maintiennent très bien et ils enveloppent très bien le corps. Moi j'ai adoré conduire sur 800 km avec ces sièges. Ensuite, en option, vous pouvez avoir le système audio Harman Kardon pour 810 € avec 12 haut-parleurs et un ampli de 360 watts. Sur le volant, pas de révolution non plus. Les changements s'opèrent sur l'écran d'instrumentation. On a toujours des aiguilles de compteur, mais l'instrumentation change afin de bénéficier d'informations supplémentaires comme l'état de charge de la batterie ou la récupération d'énergie au freinage. L'affichage tête haute, il est disponible en option grâce au pack Connected Drive à 1900 €. Il faut savoir que le Drive Assist est 2 séries et il comprend plusieurs systèmes qui vont vous garantir une sécurité supplémentaire, comme l'avertisseur de risque de collision avant avec fonction freinage, c'est aussi présent à l'arrière, et aussi l'avertisseur de franchissement de ligne. Sur les finitions X-Line et M Sport, les surpiqûres font leur apparition sur la planche de bord, ici, et également l'écran de contrôle tactile de 10,25 pouces, c'est le BMW Live Cockpit Navigation Pro. Sachez que sur les autres finitions, l'écran fait une taille de 6,5 pouces. L'Apple CarPlay est disponible pour 300 €. La disposition des commandes est assez similaire par rapport à l'ancienne phase du X1. La voiture elle est assez connectée, vous avez de nombreux services comme le BMW Connected Plus et d'autres fonctions intelligentes. Un rangement ici avec 2 portes gobelets qui ne sont pas thermorégulées, une prise USB, une prise allume-cigare. Le levier de vitesse, je le trouve un peu disgracieux, mais il tombe très bien sous la main. Ici, vous pourrez changer vos modes de conduite. Donc vous avez Eco Pro, Confort et aussi Sport. Le bouton e-drive. Alors ce bouton e-drive, il y a pas mal de choses à vous dire dessus. Je vais y revenir sur la partie de l'essai routier. Les commandes d'accès rapide au système d'infodivertissement. Ici, le frein de parking électrique. Et sous la coudoir centrale, un grand rangement avec une prise USB-C. Là, vous pouvez voir la clé. Regardez. Et dans la coudoir centrale, là, vous aurez la possibilité de recharger votre smartphone par induction. Place maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler du contrôle de la transmission. Dans les virages, sur ce X1, le contrôle de la transmission répartit le couple moteur et le freinage individuellement sur chacune des roues. Le principe est assez simple. Dans un virage, la roue extérieure va tourner plus vite que la roue intérieure. Le contrôle de la transmission va agir sur le couple moteur et sur le freinage pour donner plus de motricité à la roue extérieure et ainsi améliorer votre vitesse de passage en courbe, le dynamisme de la voiture, mais aussi son agilité. Et ça, on le ressent véritablement, même si sur cette voiture, la transmission X-Drive n'est pas une vraie X-Drive, comme on a l'habitude de voir sur des modèles non hybrides rechargeables, car le moteur thermique, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, s'occupe d'entraîner les roues avant et le moteur électrique les roues arrière. Mais lorsque le moteur électrique n'a plus de batterie, forcément il n'y a que les roues avant qui vont entraîner le véhicule. Donc ce contrôle de la transmission, il joue très bien son rôle. Et lorsque le moteur électrique ne peut plus agir car les batteries sont vides, on ressent véritablement dans le sinueux, lorsqu'on attaque un petit peu, le contrôle de la transmission faire son travail. Encore une fois, BMW prouve que dans le sinueux, ce sont eux les rois.
C'est la même plateforme UKL qu'on retrouve sur les BMW série 2 Active Tourer et sur la Mini Countryman. Sur le freinage, c'est pas le roi du freinage, même s'il est dans la juste moyenne de sa catégorie, 72 mètres pour freiner à partir de 130 km/h. Et BMW a selon moi fait une petite erreur, il ne propose pas sur cette version hybride rechargeable le freinage M Sport, qui est une option à seulement 700 € sur la version thermique, qui vous apporte des étriers de frein à 4 pistons à l'avant et des étriers à monopiston flottant sur l'arrière. C'est dommage, je pense qu'il aurait fait quasi le sans faute sur la partie routière avec ce freinage M Sport s'il avait été proposé. Autre point dont je voulais absolument vous parler, c'est l'insonorisation de cette voiture. Elle est au-dessus de ses concurrentes, ça c'est clair. Que ce soit sur des routes avec une chaussée assez dégradée, comme les petites routes de campagne que je suis en train de prendre, mais aussi sur autoroute à 130 km/h, il y a une insonorisation qui est excellente pour sa catégorie. Pour moi, il fait quasi aussi bien que des SUV d'une catégorie bien supérieure qui vont être facturés peut-être 30 à 40 000 € de plus, c'est dire. Et pourtant, dans cette catégorie, j'ai souvent été très déçu par l'insonorisation de ces voitures, à cause notamment de leur prise au vent assez importante. Autre point, et là je ne vais pas me faire des amis côté presse écrite. J'ai lu quelques essais de ce nouveau BMW X1 25e et sa suspension et son amortissement étaient critiqués. Alors, à moins que les suspensions aient été modifiées sur mon modèle d'essai, mais ça j'en doute, je plaisante bien évidemment. Chaussée dégradée, les dodanes, là par exemple je vais prendre un dodane qui est assez important, on est très bien amorti dans cette voiture. Les suspensions font en plus très bien le travail, que ce soit à rythme cool ou aussi à rythme soutenu. Donc ça aussi c'est un très bon point, surtout que ce sont des voitures qui sont amenées à transporter des familles plutôt qu'à rouler très vite. Donc c'est véritablement ce qu'on recherche au volant de ce type de SUV. Sur ses performances, le 0 à 100 km/h, il a battu en 7 secondes, donc c'est plus qu'honorable pour cette catégorie de voiture. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, en 2020, on vous sort des chronos de 7 secondes, ça paraît être dans la norme, alors qu'il y a encore 15 ans, une voiture qui faisait 7 secondes de 0 à 100 km/h, c'était une GTI ou une voiture de sport. Donc sur les accélérations, c'est bien. Sur le 80 à 120 km/h, de très bonnes relances, 5,4 secondes seulement. Là, c'est pareil, hein. Idem, on est quand même sur des relances assez véloces, il faut le savoir. Également, vous avez des modes de conduite qui vont vous permettre d'imprimer un rythme plus dynamique. Là, par exemple, je suis en Eco Pro. Donc en Eco Pro, j'ai un affichage dans mon écran d'instrumentation qui est bleu, avec le bas de l'instrumentation qui est de couleur bleue. Une conduite assez souple. Ça ne va pas agir de manière agressive sur votre style de conduite. Il faut savoir que les modes de conduite, ils agissent sur la transmission, donc la boîte de vitesse, la direction, mais aussi la cartographie moteur. Alors vous pouvez changer de mode, on peut passer en mode confort, et si vous souhaitez un peu plus de sport, là il faudra passer en mode sport. C'est vrai que l'avantage sur les premiers mètres, lorsque vous avez les deux moteurs qui marchent de concert, c'est-à-dire le moteur thermique et le moteur électrique, c'est que vous bénéficiez de ce couple et cette puissance immédiate du moteur électrique. Et donc du coup on a cette sensation d'avoir beaucoup de puissance. Là par exemple j'accélère, on est franchement sur les premiers mètres. Je vais vous faire une petite accélération comme ça. Je m'arrête. Là je suis en mode sport. Je vais accélérer. Et là, et vraiment, ça... Alors, bien sûr, on n'est pas sur un V8, hein, mais ça suffit amplement. Donc une voiture qui ne consomme pas grand-chose, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure dans la présentation du moteur. Petit bémol, on va dire, mais étant donné que la voiture ne consomme pas, c'est pour moi pas trop un problème. La taille du réservoir, 36 litres. Bon, c'est vrai que 36 litres par rapport à même des voitures, des citadines, il y a des citadines qui ont des réservoirs à peu près identiques. Mais par contre qui consomme beaucoup plus. Là c'est une voiture, si vous jouez le jeu de l'hybride rechargeable, c'est-à-dire que si vous rechargez les batteries de votre moteur électrique très fréquemment, par exemple tous les jours, ben là vous allez faire une consommation excessivement basse et vous pourrez facilement faire 600-700 km avant d'aller à la pompe.
Donc l'hybride rechargeable, c'est plutôt pas mal pour ceux qui souhaitent faire des économies, mais surtout pour les entreprises qui ne paieront pas de taxes sur les véhicules de société, ni de malus écologique. Et en 2020, ça compte beaucoup. Pour mieux gérer l'autonomie de votre moteur électrique, il y a un bouton qui est intéressant, c'est le bouton e-drive que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a 3 modes. Lorsque vous appuyez une première fois, donc il y a le mode save, vous avez l'état de charge de la batterie qui est réservé pour une conduite ultérieure, donc ça conserve l'autonomie de votre moteur électrique volontairement. Ensuite, il y a un deuxième mode, c'est le mode Max e-drive. Donc là, ça optimise votre évolution en tout électrique. Donc la voiture va faire en sorte que vous soyez le plus de temps possible en full électrique. Et ensuite, il y a l'autre mode, le troisième mode, qui est le mode Auto e-drive, où là, c'est la voiture qui va gérer au mieux l'utilisation du moteur électrique en fonction des situations de conduite que vous rencontrerez. Pour conclure l'essai de ce nouveau BMW X1 hybride rechargeable, j'ai retenu parmi ses défauts une liste d'options encore longue et un prix élevé si vous optez pour l'achat comptant. Heureusement, il a beaucoup de qualité et ça commence par un prix très intéressant pour les professionnels à moins de 500 € TTC par mois en location longue durée. D'ailleurs, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien que je vous mets en description de la vidéo et remplissez le formulaire. Il a également un très bon comportement routier, une habitabilité généreuse pour ses passagers et enfin des performances plus qu'honorables pour un hybride rechargeable. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!